Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 20 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui on va se faire un format court, et c'est un format en particulier que j'avais un peu envie d'adapter en format audio. Aujourd'hui, on est parti pour se faire un duel de joueurs mystères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire duel de joueurs mystères ? Si vous me suivez notamment sur Twitter, je le fais de temps en temps via des sondages Twitter. Et en gros, le jeu, le principe, c'est d'essayer, très simplement, de présenter deux joueurs, sans dire leur nom, évidemment, mais simplement au niveau de leur performance statistique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce principe et ce format de jeu, puisque ça nous permet d'éliminer notamment pas mal de biais et d'idées préconçues et d'images qu'on a déjà fabriquées dans notre tête de tel ou tel joueur. Là, quand on ne dit pas les noms, on élimine un peu toutes ces notions qu'on aurait pu avoir au préalable sur ces joueurs, et simplement, on juge deux joueurs via leur production statistique, leur niveau de jeu, leur efficacité, leur nombre de turnovers, etc., etc. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va se faire un duel de joueurs mystères. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, commençons directement, sans plus attendre. Notre joueur A, qu'on va appeler Arthur, tiens. Superbe imagination de ma part, joueur A, Arthur. Magnifique. Donc Arthur, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Arthur est un meneur de jeu. Et notre joueur B aussi. Le joueur B, on va l'appeler Barnabé. Encore une fois, magnifique créativité. Donc on a d'un côté Arthur et d'un côté Barnabé. Bon, déjà, première stat assez parlante, peut-être la stat la plus importante, celle de l'efficacité. Et au niveau de l'efficacité, Arthur, il est à 1,16 points par tir tenté. 1,16. Sachez que la moyenne, pour cette année 2022, elle est autour des 1,10 points par tir tenté. Donc, Arthur est au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité au scoring individuel. On rappelle, les points par tir, ça prend en compte les tirs à 2 points, les tirs à 3 points et les lancers francs. On mesure combien de points rapporte le joueur sur n'importe quelle tentative de tir qu'il effectue. Et donc, Arthur est à 1,16, alors que Barnabé, de l'autre côté, Barnabé est à 1,04. 1,04. Donc déjà là on voit que Barnabé est moins efficace. Première chose. Alors d'ailleurs, puisque je parle de chiffres par rapport à la moyenne, c'est vrai que je peux aussi vous donner très simplement leur true shooting plus. Donc je rappelle, le true shooting c'est exactement la même chose que les points par tir, et le plus, true shooting plus, c'est donc on mesure par rapport à la moyenne. Et donc, pour que vous ayez un peu en tête, Arthur est à 103 de true shooting plus, 103, sachant que la moyenne par définition est à 100, ça veut dire que Arthur est un scoreur 3% plus efficace que la moyenne, alors que, de son côté, Barnabé est à 93 de true shooting plus. 93. Donc là où Arthur est au-dessus de la moyenne sur son scoring, Barnabé est en dessous. Et même en dessous de la moyenne de manière non négligeable. La moyenne est à 100, lui il est à 93, donc ça veut dire que son score est 7% moins grand que le score moyen. 7% en dessous du score moyen de NBA. C'est quand même pas rien. Et donc ça, c'est pour le scoring de manière générale. Maintenant, ce qui peut être intéressant, je vais vous donner leur pourcentage à 3 points. Comme ça, vous pourrez savoir si l'un ou l'autre ont de la valeur
en tant que shooter à 3 points les fois où ils n'ont pas la balle. Est-ce qu'ils sont capables, en dehors de leur scoring individuel balle en main, d'apporter du spacing ou non? Arthur, donc notre joueur efficace, est à 36% à 3 points, alors que Barnabé est à 32%. Arthur, 36% au niveau de la moyenne, voire même un peu au-dessus pour cette année. Cette année, la moyenne à 3 points a baissé, donc Arthur est un shooter à 3 points au-dessus de la moyenne, et Barnabé, 32% en dessous de la moyenne. On n'est pas non plus sur un non-shooter total, mais 32, c'est quand même assez mauvais. D'autant plus que ce que je peux faire aussi, c'est vous donner leur fréquence de tir à 3 points. Et donc, Arthur, 36% à 3 points, il le fait sur 3,1 tentatives à 3 points. C'est pas mal, mais c'est pas non plus beaucoup, surtout pour quelqu'un qui, comme lui, joue plus de 30 minutes par match. Et de l'autre côté, Barnabé, il tente 4,1 tentatives à 3 points par match en moyenne. Ce qui, là encore, n'est pas non plus énormissime, mais donc c'est déjà un tout petit peu mieux. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, mine de rien, Barnabé, notre joueur moins efficace, il prend plus de tirs de manière générale. Donc c'est vrai que si on ramène le nombre de 3 points par rapport au nombre de tirs total, finalement on se rend compte que c'est Arthur qui prend le plus de 3 points par rapport au reste de son répertoire. Arthur, les 3 points, ça représente 23% de son jeu. Et Barnabé, finalement, c'est 21%. Donc Barnabé prend plus de 3 points d'un point de vue global, mais en fait, par rapport au reste de son jeu, il en prend moins. Mais bon, à la limite, on est sur du détail. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les deux sont quand même des shooters à 3 points, pas si fréquents que ça. L'un comme l'autre, on est plutôt sur de la moyenne très basse pour des extérieurs NBA en 2022. Ok, donc scoring individuel, tir à 3 points. Ce que je peux vous donner aussi maintenant, c'est d'un point de vue de leur responsabilité. Je vous ai dit que Barnabé prenait plus de tirs en moyenne. Je peux aussi vous l'exprimer comme ça. Arthur a un usage, donc un volume d'utilisation à 25%, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas la barre des 30%, la barre des stars, mais 25%, c'est quand même plutôt pas mal. Et de son côté, Barnabé, on est à 31%. Donc lui, pour le coup, il est au-dessus de cette barre un peu symbolique des 30% d'usage et donc des gros volumes de stars. Donc là, c'est vrai qu'on a peut-être une première nuance. C'est-à-dire que Arthur est plus efficace et il met plus de 3 points, mais c'est vrai que c'est sur un volume un peu plus modeste. Alors que de l'autre côté, Barnabé, moins efficace au scoring général, moins efficace à 3 points, mais mine de rien, il y a un plus gros volume. Donc après, reste à voir de votre côté, puisque c'est vous qui jouez, comment est-ce que vous jugez et comment est-ce que vous pondérez cette différence d'efficacité de par le fait qu'il y en a un qui est moins efficace, mais qui, c'est vrai, a peut-être un peu plus de responsabilité dans le jeu. Alors d'ailleurs, tant qu'on est sur le scoring individuel, ce que je peux faire aussi, c'est justement, on va se mettre un critère minimum de 25% d'usage, donc comme Arthur, et on va voir sur cette liste de joueurs NBA qui sont à 25% d'usage et on va dire plus de 1000 minutes NBA, ou un truc comme ça. On va voir où se situent l'un et l'autre dans la hiérarchie des joueurs avec beaucoup de responsabilités en NBA. Et donc voilà, c'est parti, hop. Et donc pour les joueurs avec 25% d'usage et plus de 1000 minutes sur la saison 2022, on se retrouve avec une liste de 52 joueurs. Sur ces 52, Arthur est 21e à l'efficacité, 21e sur 52, donc quand même sur la première moitié, alors que Barnabé, il est 43e sur 52. Et pour rappel, Barnabé avec 31% d'usage, donc c'est un volume de responsabilité de star, et pourtant,
sur ce volume de stars, on a une efficacité, une productivité au scoring individuel qui est quand même plutôt mauvaise. Ok. Pour terminer un peu sur le scoring individuel, je peux vous dire aussi que Arthur, donc notre joueur efficace sur un plus petit volume, Arthur, 33% de ses paniers sont assistés. Donc à peine un tiers de ses paniers sont créés par autrui, on peut le formuler comme ça. De l'autre côté, Barnabé, on est à 28%. 28% de paniers assistés. Donc un chouïa un peu moins, mais grosso modo, c'est la même chose. Alors oui, d'ailleurs, je vous ai pas donné les pourcentages au lancer franc, qui est toujours un bon indicateur pour le shoot. Arthur, je vous disais 36% à 3 points, 80% au lancer franc. Plutôt pas mal. Barnabé, 32% à 3 points, 75% au lancer franc. Un peu plus moyen. À la fois 3 points et lancer franc, les informations se recoupent. Shooter, beaucoup plus moyen avec Barnabé que avec Arthur. Ok. Donc on a dit scoring individuel, on a dit shoot à 3 points et lancer franc, on a dit le niveau de responsabilité. Autre stat que je peux vous dire maintenant, c'est notamment sur du tir à mi-distance. Arthur shoot à 50% à mi-distance, et notamment 46% au niveau des longs tirs à 2 points, les longs tirs dans la mi-distance. 46% sur ces longs tirs à 2 points, c'est très très bien, vraiment très bien. Et de l'autre côté, Barnabé, c'est 45%. Donc, même efficacité sur les longs tirs à 2 points. Ok, donc on a vu 3 points, on a vu tir à mi-distance, on peut peut-être finir avec les drives. Et donc cette fois, on va sur nba.com. Hop, est-ce qu'on y est? Oui, ça y est, on y est, nba.com. Rubrique tracking, rubrique drive. Ok, c'est bon, on y est. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des drives? On peut dire que Arthur fait 14,2 drives par match en moyenne. 14,2. C'est le 16e meilleur total de NBA, donc gros driver. Et de l'autre côté, Barnabé, lui, il fait carrément 18,1 drives par match. 14 pour Arthur, 18 pour Barnabé. Et même, ce que je peux vous dire, c'est que là où Arthur est le 16e plus gros total de NBA, Barnabé, lui, c'est le 4e plus gros driver de NBA en 2022. Bon après, c'est vrai que je crois que Barnabé joue un peu plus, du genre 2 minutes par match de plus. Donc voilà, Barnabé est à 34 minutes alors que Arthur est à 32. Mais bref, si on le rapportait à la minute passée sur le terrain, Barnabé est encore au-dessus. Donc Barnabé moins efficace au scoring, moins shooter à 3 points, aussi bon shooter à mi-distance, mais par contre, il fait plus de drive. Bon, alors ça c'est pour la fréquence de drive, mais maintenant si on s'intéresse à l'efficacité sur ses pénétrations, là on trouve un autre résultat. À savoir que de son côté, Barnabé fait plus de drive, c'est vrai, et il termine ses drives par une efficacité sur ses lay-ups de 50%, ce qui est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, 50%. Mais de l'autre côté, Arthur, qui ne fait entre guillemets que 14 drives par match, ce qui est déjà presque dans le top 15 en termes de fréquence, mais donc Arthur possède la deuxième meilleure efficacité de toute la NBA sur ses pénétrations. Avec un score de quasiment 58% d'efficacité sur drive, Arthur est, je répète, le deuxième meilleur slasher de NBA, évidemment parmi les gros volumes. Parmi les joueurs qui font pas mal de drive. En l'occurrence, là, je crois que j'ai pris un filtrage à minimum 9 ou 10 par match, il me semble, en moyenne. Donc, minimum 10 drives par match, Arthur possède la deuxième meilleure efficacité de toute la NBA.
Et ça, c'est quand même pas rien. Parce que mettre des 3 points, c'est sympa, même mettre des pull-ups à 3 points, c'est sympa, hein. Rappelez-vous l'épisode numéro 1 qu'on avait fait sur Luka Doncic, où on rappelait que sa véritable force, c'était pas tant les pull-ups à 3 points, mais plutôt son impact sur drive, et son efficacité sur drive d'ailleurs. Là, Arthur, il est clairement deuxième de NBA au niveau de l'efficacité en fin de drive, deuxième derrière Giannis Antetokounmpo. Et notamment deuxième aussi devant Chris Paul et Luka Doncic. Donc bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même très impressionnant même. Ah oui, et dernière stat que je voulais vous donner au niveau du scoring. De son côté, Arthur, sur les fautes provoquées pendant qu'il est en train de tenter un tir, il est à 6,8%, ce qui est plutôt moyen. C'est pas non plus une machine à lancer franc, donc. Et de l'autre côté, Barnabé, 7,6%. Donc, pareil, même pourcentage, encore une fois, plutôt moyen. Donc il n'y a pas trop de démarcation de ce côté-là, si ce n'est que, une fois que Arthur obtient ses lancers francs, il les met avec une efficacité de 80%, presque 81%, alors que Barnabé, c'est 75%. Et donc, on peut passer dernièrement avec le passing, et de ce côté, on a plutôt Barnabé devant au niveau des chiffres. Notamment, la stat que moi j'aime beaucoup, c'est, vous savez, le ratio de playmaking, ce que j'appelle le ratio de playmaking, donc la stat de l'assist percentage divisé par l'usage percentage, et donc, pour le traduire en français, la tendance d'un joueur à distribuer le jeu par rapport au nombre de ballons qu'il touche. Chez Arthur, on est à 1,12, ce qui est plutôt pas mal, hein, 1,12. Chez Barnabé, on est carrément à 1,25. Donc, quand même meilleur du côté de Barnabé. Et notamment, hein, si on reprend un peu notre liste des joueurs avec minimum 25% d'usage, donc pas mal de responsabilités dans le jeu, Arthur est 11e de NBA sur les joueurs à plus de 25% d'usage. Arthur est 11e, mais Barnabé, lui, il est carrément 3e de NBA. Donc Barnabé, moins efficace au scoring, mais mine de rien, plus de responsabilités dans le jeu, 31% d'usage contre 25%, et sur ses responsabilités, il a aussi une plus grande tendance à distribuer le jeu. 1,25 de ratio contre 1,12. Même si le ratio et les chiffres en lui-même, on s'en fiche. Juste, retenez l'idée qu'il est un peu plus passeur. Et puis, surtout, là où c'est très intéressant, c'est que Barnabé, un peu plus passeur, c'est d'autant plus intéressant que son passing game est ultra rentable. Vraiment très rentable. Et notamment, je dis ça d'un point de vue des pertes de balles. Évidemment. Puisque c'est vrai que généralement, plus un joueur est passeur, plus il va prendre des risques sur ses passes et donc plus il va faire de turnover. Sauf que là, c'est pas vraiment le cas. De son côté, Arthur, un peu moins passeur, est à 10% de turnover percentage. Ça va, c'est un bon pourcentage pour quelqu'un qui fait pas mal de passes. Sauf que Barnabé est à 9,7%. Donc, un chouïa en dessous, mais surtout, il est tout aussi propre, voire même un peu plus propre que Arthur, en faisant plus de passing. Et d'ailleurs, je peux vous dire que sur ce ratio assist contre turnover, Barnabé, il est carrément 5e parmi les joueurs avec minimum 25 minutes par match. Il est 5e de NBA, alors que Arthur, lui, il est 12e. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'il y en a qui ont déjà deviné les deux joueurs en question? Ou pas encore? Bon, et pour finir très rapidement, on n'a pas trop de stats au niveau de la défense qui soient très intéressantes, mais je peux quand même vous dire que Barnabé est un bien meilleur défenseur. Et je pense que c'est un peu accepté par tout le monde, il n'y aura pas trop de débat. Barnabé est un bien meilleur défenseur individuel et même collectif que Arthur. Et notamment, je pense que Arthur est un défenseur un peu en dessous de la moyenne, à mon sens. Alors que de son côté, Barnabé, il a déjà été élu dans des équipes
all defense. Ah mince, peut-être que j'en ai trop dit. Ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un plutôt bon indice pour deviner qui est Barnabé. Un meneur très passeur, pas beaucoup efficace et qui dans le passé a fait une all defense. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les deux ont 25 ans. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous préférez choisir ? D'un côté, Arthur, efficacité au scoring individuel au-dessus de la moyenne. Tir à 3 points au-dessus de la moyenne, même si on n'a pas non plus un gros volume. Tir à mi-distance au-dessus de la moyenne. Efficacité au panier d'élite. De son côté, Barnabé, efficacité au scoring individuel, en tout cas productivité au scoring individuel en dessous de la moyenne, de manière non négligeable, notamment parce que à 3 points il est peu efficace et au panier il est pas mal mais pas de fou, alors que il est très bon au niveau des tirs à mi-distance. Donc forcément, quand on est efficace que sur les tirs les moins rentables, le global, l'efficacité globale, elle n'est pas vraiment boostée vers le haut. Il n'est pas très bon sur le 3 points, il n'est pas très bon sur les lancers francs pour faire remonter sa productivité au scoring individuel. Et puis, c'est vrai que Barnabé a plus de responsabilités dans le jeu, mine de rien. 31% c'est un volume de star, alors que 25% pour Arthur, on n'est pas sur une première option d'équipe. Et on peut dire aussi qu'au niveau du passing, cette fois, l'avantage est quand même un peu plus du côté de Barnabé. Plus gros volume de passing pour Barnabé que pour Arthur, avec même donc une rentabilité de ce passing game très intéressante. Puisque c'est le 5e ratio assist-turnover de toute la NBA. Donc, roulement de tambour, la révélation de ces joueurs mystères. Notre joueur A, Arthur, c'est Jalen Brunson. Et notre joueur B, Barnabé, c'est Dejounte Murray. Oh, incroyable! Bon, voilà un peu pour notre petit jeu mystère. Maintenant, quand même, quelques commentaires qu'on pourrait faire sur ces deux joueurs. Il y a quelques trucs à noter, mine de rien, par-ci par-là. Peut-être on peut commencer par le fait de qui est-ce que vous préférez entre les deux. Vous voyez que finalement, Dejounte Murray a été appelé pour le All-Star Game et Dejounte Murray a pas mal de cotes et d'amour de la part du grand public, je pense. En tout cas, il y a une très bonne reconnaissance de ses progrès et de son nouveau rôle en tant que leader de l'attaque de San Antonio. Mais vous voyez que finalement, Brunson, il est quand même plutôt pas mal en comparaison. Et c'est pas pour dire que Dejounte Murray est pas si bon que ça. Au contraire, c'est plutôt pour dire que, regardez, finalement, Jalen Brunson, ça commence à être un truc vraiment pas mal. La seule petite nuance qu'on pourrait apporter, c'est que, effectivement, il n'y a pas le même volume. Il n'y a pas le même volume, il n'y a pas non plus le même impact défensif. Donc là où Dejounte Murray est un joueur totalement viable défensivement, qui d'ailleurs a fait une sélection en All Defensive First Team, je crois à l'époque, en 2018, il me semble, avant sa blessure. Mais bref, donc, Dejounte Murray a un peu cet avantage de la défense sur Jalen Brunson, qui lui est plutôt un gabarit un peu petit, qui devrait se faire cibler et attaquer en playoff, je pense, même je me trompe peut-être, mais je pense que c'est pas impossible que Brunson se fasse cibler, alors que, de l'autre côté, Dejounte Murray, c'est une valeur positive en défense, déjà. Et puis, d'autre part, donc, la nuance, c'est que, mine de rien, Dejounte Murray, il y a un gros volume. Gros volume de responsabilité, et que, on sait pas, on n'est jamais sûr que si on transposait Brunson dans un rôle aussi majeur, on sait pas trop ce que ça donnerait. On sait pas d'ailleurs si en termes d'efficacité, par exemple, est-ce que Brunson, sans Luka Doncic à côté et avec beaucoup plus de ballons à gérer, est-ce que ça donne la même efficacité au scoring individuel ? Bon, peut-être.
Peut-être pas. Donc voilà. Ça, c'est vrai que c'est un peu la nuance à apporter sur le choix des deux, c'est que je pense que Dejounte Murray a l'avantage de la défense, mais aussi du volume de responsabilité. Mais bon, je pense quand même qu'on n'a pas un écart si grand que ça. Et encore une fois, c'est pas pour dire que Dejounte Murray est mauvais, mais plutôt pour dire à quel point Jalen Brunson est impressionnant. Une des raisons principales pour laquelle je voulais faire ce podcast et ce jeu mystère sur ces deux joueurs en particulier, c'était notamment pour pouvoir citer la stat que je trouve incroyable, le fait que Jalen Brunson soit le deuxième joueur le plus efficace sur des drives de toute la NBA. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et comme on avait déjà parlé dans l'épisode sur Luka Doncic, la capacité à aller au panier et à finir au panier avec une bonne efficacité, pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est même beaucoup plus important, finalement, que le pull-up à 3 points. Le pull-up à 3 points, finalement, c'est l'élément qui distingue les stars des superstars, on est d'accord, mais l'élément qui fait les stars, la fondation principale d'un très très bon joueur, je pense, moi, que c'est sa capacité à aller au panier. Parce que, très simplement, c'est de cette manière qu'on arrive à impacter le jeu de la meilleure des manières. C'est là que se trouvent les points rentables sur drive, à la fois des lay-ups et des lancers francs. Et de manière plus collective, c'est aussi de cette manière qu'on arrive à créer le décalage dans une défense et donc à créer du jeu de manière collective. Il n'y a rien qui impacte plus une défense que quelqu'un qui arrive à faire une pénétration plein milieu du terrain dans la raquette. Bref, et donc tout ça pour dire que finalement, Jalen Brunson, on parle beaucoup de son explosion d'un point de vue des points par match, il a plus de responsabilités, il met plus de paniers, etc., etc. Bon, oui, c'est sympa, mais très honnêtement, moi ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est que c'est un finisseur au panier d'élite. C'est vraiment un finisseur d'élite. Et d'ailleurs, là où c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, c'est que Brunson, il fait pas comme Chris Paul ou comme, je sais pas, des joueurs qu'on pourrait citer comme ça, qui, même Stephen Curry d'une certaine manière, qui finalement vont assez peu au panier, mais qui sont quand même avec une efficacité d'élite sur les lay-ups, parce qu'ils y vont rarement, mais les seules fois où ils y vont, ils prennent que des lay-ups de qualité. Avec Brunson, on n'a pas ça. Si on regarde son nombre de tentatives de tir en fin de drive, il est top 10 de NBA. Donc voilà, c'est pas une question de n'être efficace que parce que il refuse tous les tirs sauf les lay-ups ouverts et de qualité. Non. On est sur un joueur qui est dans le top 10 des tirs tentés en fin de drive. On est à 6,6 par match. C'est quand même pas rien. Si vous voulez, Luka Doncic, il est par exemple à 8 par match. 8,1. On est vraiment sur un joueur qui va souvent au panier et qui est très efficace là-dessus. Bon, c'est vrai que le truc un peu dommage, c'est que malheureusement, peut-être aussi que c'est un peu dû à son gabarit, mais il n'y a pas tant de lancers francs que ça récoltés sur des drives, et notamment quand on regarde les plus gros drivers de NBA, c'est un des seuls qui est en dessous de la barre des 1 lancers francs par match en moyenne récoltés sur des pénétrations. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, cette faiblesse au niveau des lancers francs, on peut l'expliquer assez rapidement. C'est aussi lié un peu à son scouting report, si on peut toucher 2 mots là-dessus. Il faut voir que Jalen Brunson, c'est un gabarit assez petit. Et donc forcément, il y a une certaine réticence, je pense, par moment, à aller attaquer frontalement certains protecteurs de panier. Il va plutôt chercher justement à se créer des lay-ups de qualité, et donc parfois à préférer la qualité du lay-up que vraiment de foncer dans le protecteur du panier pour le challenger et pour aller récolter des lancers francs. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là, d'une certaine mesure, là où par exemple Doncic, avec sa taille incroyable de 6'8 ou 6'9, il s'en fiche. C'est un gabarit massif, hyper grand, hyper costaud, il avance à son rythme, il se fait taper dessus, il s'en fiche. Là, avec Jalen Brunson, c'est pas la même histoire. Je pense pas que ce soit la même histoire. Et notamment, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, pour parler toujours de ce scouting report, je suis assez impressionné
par les qualités qu'il est capable de démontrer sur ces fameux drives, justement. Et notamment, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va avoir une explosivité verticale très impressionnante. Il n'a pas une détente verticale en fin de drive très très bonne, et de toute manière, il n'a pas non plus la taille ou les longs bras pour jouer en verticalité en fin de drive. Mais par contre, il y a quand même un certain degré d'explosivité sur le plan horizontal. Sur la capacité à exploser sur le premier pas et pendant le drive. C'est vraiment quelqu'un de très rapide, qui a un très très bon premier pas, et plus que ça, plus que son explosivité intrinsèque, je trouve aussi qu'on est sur un joueur qui a une maîtrise technique en termes de qualité de dribble qui est vraiment assez impressionnante. Et donc, cette maîtrise des petits détails et de la technique, des fondamentaux de comment positionner le ballon, quel geste faire au bon moment, comment faire une feinte de spin, puis revenir, comment faire son démarrage, comment bien placer le ballon et ses appuis pour faire un bon premier pas, etc., etc. Rajouter à ça toute une palette de feintes au démarrage qui est assez impressionnante aussi. Voilà, ça fait que explosivité intrinsèque, ok, mais en plus elle est sublimée par une technique balle en main qui est vraiment de haut niveau. Et c'est ce qui fait donc qu'il a cette capacité à s'infiltrer dans la raquette, à faire des pénétrations encore et encore, et à aller au panier plus vite que les autres, et de finir au panier avec une efficacité d'élite. Encore une fois, 58% d'efficacité au panier. Ce qu'on disait sur Luka Doncic, c'était que Doncic, sur les saisons 2020 et 2021, donc à l'époque où on avait fait le podcast, Doncic aussi était à 58%. Brunson ne fait pas du tout la même taille, et pourtant il a une efficacité similaire à ce que Doncic a fait ces 2 dernières années. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que un des trucs qui, je pense, aide beaucoup Jalen Brunson, c'est aussi justement son gabarit, un peu format de poche, et même plus que ça, le côté aussi petit, mais très costaud. Vraiment ce côté de puissance physique, d'épaisseur malgré sa taille très petite, je trouve qu'on le voit et que ça l'aide beaucoup pendant ses drives et à la fin des drives, ça l'aide à tenir position et ça l'aide à être très bon au niveau de la finition également. Donc vraiment, s'il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est de voir en 2022 Jalen Brunson parmi vraiment les slashers d'élite, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, Jalen Brunson est un véritable driver, slasher d'élite en NBA. Et ça, pour le coup, j'avoue que je suis un peu surpris et je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout avant le début de la saison, mais c'est le cas. Il fait partie de cette nouvelle caste de joueurs de petit format, un peu comme Trae Young d'ailleurs, qui, avec justement, ils n'ont pas la taille pour avoir beaucoup de verticalité, de détente, etc. Mais ils utilisent très bien à leur avantage le fait d'être petits et donc notamment d'avoir une poche de dribble, comme on dit, très compacte. Non seulement ils sont petits, donc leur centre de gravité est très bas, très proche du sol, et donc ça leur permet d'aller plus vite. Et même dans le cas de Jalen Brunson, en plus de ça, en plus de la taille, on a aussi une capacité à descendre très bas sur ses appuis et à pencher son torse en avant pour avoir un centre de gravité encore plus bas, et donc aller encore plus vite en étant proche du sol. Et puis même donc au niveau de la qualité de dribble, un peu comme Trae Young, il a ce dribble très compact, avec le ballon très proche de son corps, et aussi très proche du sol, évidemment, ce qui fait qu'il est beaucoup plus vif et beaucoup plus tranchant dans ses mouvements avec la balle, parce que justement le ballon est toujours proche du sol et toujours proche de son corps également. Donc voilà, bref, on va pas en faire trop non plus. De l'autre côté aussi, il faut dire que j'ai essayé d'un peu insister sur le côté passing qui est plutôt en la faveur de Dejounte Murray. Ce qu'il faut dire aussi, je trouve, c'est que oui, il y a un écart, mais honnêtement, c'est pas un écart de fou. Honnêtement, c'est pas comme si on avait d'un côté Dejounte Murray qui était parmi les meilleurs passeurs de NBA et de l'autre Brunson qui est juste un passeur moyen. Non. En l'occurrence, même le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, là, le ratio de playmaking, donc les assists par rapport au nombre de fois où il a la balle, franchement, pour Jalen Brunson, c'est quand même pas mal.
C'est même très très bon. Et de même pour les turnovers, Murray est assez impressionnant sur la capacité à protéger le ballon, mais Jalen Brunson aussi. Ils ont exactement le même chiffre, 9,7% contre 10%. Grosso modo, c'est la même chose. C'est pas comme si on avait quelqu'un qui était à 13 ou 14% de turnover percentage, voire même 15 ou 16. Non. Là, on a un passeur qui est un peu moins productif que Dejounte Murray, mais quand même très 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 bien et presque quasiment aussi propre et aussi rentable en termes de ratio assist par turnover. Et c'est vrai que du coup, comme en plus on peut rajouter à tout ça, en plus de la capacité à être un slasher d'élite, en plus du passing qui est très très bon, et en plus on peut donc rajouter le dernier élément, le shoot à 3 points, franchement, je pense que on a affaire avec Jalen Brunson à un titulaire NBA. Un vrai titulaire NBA. Je sais pas si je choisirais plutôt Brunson que Dejounte Murray. Je pense que j'en suis pas loin, même si c'est vrai qu'il y a la question de la défense qui vient un peu se rajouter à l'équation, évidemment. Mais bon, vous voyez, rien que sur le profil offensif, ok, Brunson a un peu moins de responsabilité et un peu moins de passing, mais bon, quand on fait un peu la pondération de tout ça, un peu moins de passing et un peu moins de responsabilité, certes, mais un spacing de qualité, 36% à 3 points. Et d'ailleurs, on voit que il joue très souvent à côté de Doncic et ça pose pas non plus de gros problèmes de spacing. Là où Dejounte Murray, il aurait beaucoup plus de problèmes, je pense, en termes de spacing. Et même de manière générale, on est sur quelqu'un qui score de manière bien meilleure que Dejounte Murray. Donc voilà, on avait dit format court, on va pas trop en faire non plus. Et je répète, l'idée n'est pas de dire que Dejounte Murray est mauvais, évidemment pas. Mais c'est plutôt, regardez à quel point Brunson est impressionnant. Si aujourd'hui on a une franchise qui a donné les clés à Dejounte Murray pour gérer son attaque, franchement ça me paraît pas fou qu'une autre franchise donne les clés de son équipe à Jalen Brunson. Franchement ça me paraît pas fou. On a du scoring individuel efficace, on a du shoot à 3 points, on a du passing, on a de la propreté dans le passing game. Franchement, honnêtement, on a plutôt un très très joli package. Donc, je sais pas lequel des deux vous avez préféré, je sais pas lequel vous avez choisi en écoutant un peu toutes ces stats, mais honnêtement, il faut quand même se rendre compte que Jalen Brunson est en train de devenir un vrai bon titulaire NBA. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce nouveau format audio vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça aura pu donner, mais c'est vrai que ce petit jeu des stats, en essayant de faire abstraction de tous les biais qu'on peut avoir sur tel ou tel joueur, c'est vrai que j'aime pas mal, et c'est pour ça que je le fais pas mal sur Twitter. Et donc, si ça marche en format audio, si ça vous a plu, on pourrait essayer de se refaire des petits épisodes de temps en temps. La prochaine fois, on a un épisode hors actu, et même plus qu'un épisode vintage, c'est même un épisode un peu particulier, avec un nouvel invité que vous connaissez très bien. On va parler d'un documentaire. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format, est-ce que ça vous plaît ou pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.